Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Tours. Je suis Jessica Deguin, conservatrice en charge des collections 17e, 18e, 19e et commissaire de l'exposition Le Théâtre de Troyes, Antoine Coipel d'Homère à Virgile avec Guillaume Caseroni du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc, le Musée des Beaux-Arts de Tours est installé dans l'ancien palais des archevêques au pied de la cathédrale et célèbre pour sa collection de primitifs italiens et de peintures françaises 18e, notamment deux tableaux d'Antoine Coipel, La colère d'Achille et Les adieux d'Hector et Andromaque, qui sont le point de départ de l'exposition. Donc, les visiteurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir la figure d'Antoine Coipel, ce grand peintre d'histoire qui a été très célèbre de son temps puisqu'il fut directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et premier peintre du roi, en l'occurrence du régent Philippe d'Orléans, et dont on célèbre cette année, en 2022, le tricentenaire de la disparition, au travers d'une sélection d'œuvres provenant de prestigieux musées, notamment le musée du Louvre, le château de Versailles et la Bibliothèque nationale de France, qui nous accompagnent pour cette exposition dans le cadre d'un partenariat privilégié en nous prêtant un ensemble de gravures tout à fait exceptionnel. Et l'exposition est également une invitation littéraire et poétique à redécouvrir les grands textes de l'Antiquité qui ont nourri son inspiration, notamment l'Iliade d'Homère et l'Énéide de Virgile, qui ponctuent vraiment tout le parcours de l'exposition, jusqu'à la mort d'Antoine Coipel, mais également au-delà, avec des œuvres allant jusqu'à la fin du XIXe siècle, montrant que les artistes ont continué bien sûr à s'inspirer de ces œuvres jusque tard dans le XIXe siècle au moins. Cette exposition est de fait la première exposition monographique consacrée à cet artiste en France mais aussi à l'étranger. Alors, Antoine Coipel, dont le nom est aujourd'hui un petit peu tombé dans l'oubli, est vraiment un artiste essentiel et incontournable de cette période de transition entre le règne de Louis XIV et la régence de Philippe d'Orléans et le règne de Louis XV. La vie d'Antoine Coipel nous est connue grâce à un ouvrage très important qui est la première biographie écrite par son fils Charles-Antoine quelques années après la mort de son père. Donc, Antoine Coipel, né à Paris en 1661 dans une famille d'artistes, il est le fils de Noël Coipel, peintre ordinaire du roi, et de Madeleine Hérault, qui est également peintre, une grande portraitiste, et le Musée des Beaux-Arts de Rennes conserve d'ailleurs le seul portrait connu de cet artiste. Donc, Antoine Coipel apprend très tôt le métier de peintre dans l'atelier familial, tout en recevant une éducation de lettré au Collège d'Harcourt à Paris, où il apprend le latin, mais aussi le grec, donc dès son plus jeune âge, et entre en contact avec les grands auteurs de l'Antiquité, Virgile, Homère, qui vont nourrir son inspiration tout au long de sa vie. À l'âge de 11 ans, Antoine a la chance de pouvoir suivre son père en Italie, puisque Noël est nommé directeur de l'Académie de France à Rome, et il va passer plusieurs années dans différentes villes en Italie, ce qui va lui permettre de découvrir les œuvres d'art antique, mais aussi les peintres de la Renaissance, notamment Raphaël, qui vont aussi beaucoup le marquer. De retour en France, Coipel est reçu à l'Académie comme peintre d'histoire à l'âge de 20 ans et quelques années plus tard, il va rentrer au service des Orléans qui vont devenir ses principaux mécènes et amis jusqu'à la fin de sa vie. Donc il va tout d'abord travailler pour Monsieur, le frère de Louis XIV, le duc d'Orléans, et à la mort de Monsieur en 1701, Antoine passe au service de son fils, Philippe d'Orléans, qui deviendra régent du royaume de France en 1715. Pour Philippe d'Orléans, Antoine Coipel va réaliser de nombreuses œuvres, notamment très vraisemblablement nos deux tableaux de Tours, La colère d'Achille et Les adieux d'Hector et Andromaque. Et il va aussi réaliser ce grand décor disparu de la Galerie des Nés du Palais Royal. En 1714, donc, alors que Coipel approche de la fin de sa vie, il va vraiment atteindre le sommet de sa carrière en étant nommé directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et l'année suivante, en 1715, lorsque Philippe d'Orléans deviendra régent du royaume de France, il sera anobli et nommé premier peintre du roi, qui est le titre évidemment le plus prestigieux auquel un artiste peut prétendre à son époque. Et c'est de cette époque que date cet autoportrait de Versailles, qui est un dépôt du musée du Louvre, qui a donc été réalisé en 1715 alors que l'artiste est âgé de 54 ans. Donc c'est un tableau qui est réalisé 7 ans avant la disparition de l'artiste et on voit déjà une certaine fatigue, peut-être une certaine lassitude dans les traits de Coipel. Donc il faut savoir qu'il est quand même malade depuis plusieurs années.
Et ce qui est intéressant dans cet autoportrait, c'est que tout d'abord, c'est l'un des rares autoportraits connus de Coypel, puisqu'à ce jour, on n'en connaît que 3, le premier étant à Besançon, et le second étant aux Offices à Florence. Et donc cet autoportrait est aussi le plus tardif, celui qui est réalisé le plus tard dans la vie de l'artiste. Et ce qui est intéressant, c'est que Coypel ne met pas du tout en avant sa condition de peintre dans cet autoportrait, contrairement à celui de Besançon notamment. Effectivement, il se représente non pas avec sa palette ou un tableau, mais avec un livre qui n'est pas n'importe quel livre, puisque c'est le recueil des médailles des principaux événements du règne de Louis le Grand, autrement dit de Louis XIV, prestigieux ouvrage auquel il avait collaboré quelques années auparavant en donnant des dessins pour la gravure. Et ce n'est pas du tout un hasard si Coypel décide de se représenter avec cet ouvrage, puisque à l'époque, l'art de la numismatique est beaucoup plus prestigieux que l'art de la peinture. Donc finalement, le peintre préfère mettre en avant cette réalisation plutôt que le décor de la Galerie des Nez, par exemple. Et ce qui est aussi assez inhabituel avec cet autoportrait, c'est que le tableau a été donné par l'artiste directement à l'Académie royale de peinture et de sculpture, alors que l'Académie possédait déjà un portrait de l'artiste qui avait été fait en tant que morceau de réception par Gilles Lalou en 1711. Donc autrement dit, l'Académie n'avait pas vraiment besoin d'un autre portrait d'Antoine Coypel, donc on peut s'étonner de un petit peu ce double emploi. Et je pense que cela s'explique par le fait que Coypel, qui vient d'être nommé directeur de cette prestigieuse Académie, et qui sent aussi peut-être sa fin approcher, a le souhait de pouvoir léguer un portrait qui soit un portrait d'éternité et presque un testament artistique pour les artistes à venir. Donc le premier fil rouge que nous avons souhaité développer dans cette exposition consacrée à Antoine Coypel, c'est la question de la gravure, grâce notamment à un partenariat privilégié avec la Bibliothèque nationale de France. Alors pourquoi la gravure? Parce que c'est vraiment un médium évidemment incontournable au XVIIIe siècle, et particulièrement pour la connaissance de l'œuvre d'Antoine Coypel. Donc Coypel a effectivement été lui-même graveur, il a appris les rudiments de l'eau-forte dans l'atelier de son oncle Guillaume Chasteau lorsqu'il était jeune, et il a compris très tôt l'importance de pouvoir se servir de la gravure pour diffuser son œuvre et ainsi se faire connaître non seulement en France, mais également en Europe, en particulier en Angleterre. Donc il va graver ses premières œuvres lui-même, et le temps passant, il va quand même choisir de faire appel à des graveurs professionnels qui sont plus à même de diffuser de manière qualitative son travail, parce qu'il maîtrise notamment l'art très difficile du burin. Et ce qui est très important également de noter, c'est que la gravure est parfois tout ce qui nous reste d'œuvres disparues et de grands décors disparus, donc on le verra avec la Galerie des Nez, mais on peut aussi l'évoquer dès à présent avec les œuvres du Musée des Beaux-Arts de Rennes, qui nous sont prêtées dans le cadre de cette exposition, avec notamment ces deux tableaux qui se trouvent derrière moi, donc la ceinture de Vénus et Vénus apportant à Énée les armes forgées par Vulcain. Donc ces tableaux ne sont pas des œuvres originales d'Antoine Coypel, mais des œuvres d'atelier qui ont néanmoins été faites bien entendu sous la supervision de Coypel. Et les œuvres originales ont longtemps été perdues et seulement connues, donc non seulement par ces copies d'atelier, mais aussi par des gravures qui nous sont également prêtées par le Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et ce qui est intéressant quand on compare les gravures avec ces copies, c'est que le format n'est pas du tout le même, ce qui laisse penser que les versions d'atelier ont été faites pour s'intégrer dans un décor particulier. Alors évidemment, ça montre aussi toute cette pratique commerciale des copies à partir de tableaux qui avaient eu du succès au salon, et la redécouverte récente sur le marché de l'art de la version originale de la ceinture de Vénus est donc vraiment venue confirmer que les estampes étaient bien faites d'après les œuvres d'origine présentées au salon de 1699. Pour évoquer ce grand décor disparu de la Galerie des Nez du Palais Royal, nous avons souhaité reconstituer un petit peu l'idée des volumes. Et donc pour ce faire, nous avons placé les tableaux qui se trouvaient normalement sur le mur aveugle de ce côté-là. Au fond, nous avons la gravure de Blondel qui montre la cheminée,
qui venait clore la galerie. Et pour évoquer le décor de la voûte, nous avons rassemblé donc sur ce mur les esquisses préparatoires, les estampes, qui normalement devraient s'ouvrir sur le jardin du Palais Royal par des fenêtres. Donc Antoine Coipel est, je vous le disais, ce grand peintre d'histoire, mais également un grand peintre décorateur. On a hélas conservé fort peu de ces grands décors qu'il a peints tout au long de sa vie. On peut encore aujourd'hui admirer la voûte de la chapelle du château de Versailles notamment. Et puis bientôt vous pourrez également admirer aux Archives nationales le plafond de l'hôtel d'Argenson qui a été réalisé par Coipel au début du XVIIIe siècle et qui est le dernier vestige de ces décors profanes. En ce qui concerne donc la voûte de la Galerie des Nez du Palais Royal, il s'agit vraiment d'un des décors les plus célèbres que Coipel a fait de son vivant. Et effectivement, le décor est mentionné dans tous les guides de visite, un petit peu l'équivalent de nos guides du routard actuels, jusqu'à la destruction de la galerie aux alentours de 1784 pour construire l'actuelle Comédie Française. Donc que sait-on de ce grand décor? Eh bien, pour s'en faire une idée, il est nécessaire aujourd'hui de croiser différentes sources. Il faut tout d'abord regarder les dessins préparatoires, très nombreux, qui sont pour la plupart d'entre eux conservés au département des arts graphiques du Louvre. Également les quelques esquisses peintes que l'on conserve et qui sont pour la plupart rassemblées dans l'exposition, notamment cette très grande esquisse du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Et également les tableaux qui ont survécu, qui étaient placés sur le mur et qui sont conservés pour 3 d'entre eux au musée Fabre de Montpellier et pour les 4 derniers au musée du Louvre, malheureusement en mauvais état, puisqu'à partir de ce 4e tableau, Coipel a utilisé d'autres types de liants et de pigments qui se sont altérés de manière prématurée. Donc il faut en d'autres termes vraiment croiser toutes ces différentes œuvres pour pouvoir reconstituer à quoi ressemblait la Galerie des Nez. On a également la chance d'avoir des commentaires qui étaient donnés notamment dans ces guides de visite et qui nous donnent des indications sur la dorure qui visiblement était très présente dans la galerie et qui devait donc vraiment créer une atmosphère tout à fait féerique. Et lorsque j'ai consulté l'inventaire après décès de Philippe d'Orléans, j'ai également découvert qu'il y avait dans cette galerie du mobilier, donc ce n'était pas du tout une galerie vide, il y avait au contraire des fauteuils, des tables, sans doute des petits objets d'art également, ce qui change aussi notre perception de la galerie, non pas comme un espace qui serait une sorte de musée avant l'heure, mais comme un lieu de vie où très certainement on se rendait pour prendre des repas, pour danser, pour écouter de la musique, et on sait que Philippe d'Orléans était très friand de ce genre de divertissement. Donc pour faciliter la compréhension de ce à quoi pouvait bien ressembler la Galerie des Nez, nous avons établi une collaboration exceptionnelle avec le musée Fabre de Montpellier qui nous a permis de concevoir des outils de médiation numérique et en particulier une reconstitution virtuelle en 3 dimensions de cette galerie que l'on peut voir au sein de l'exposition mais également sur la page YouTube du musée des Beaux-Arts de Tours. Alors pour évoquer le décor de la voûte qui a été réalisé en premier par Antoine Coipel entre 1701 et 1705 avant d'être complété par le décor sur le mur, ces 7 tableaux réalisés entre 1715 et 1717, nous avons souhaité pouvoir présenter notamment cette esquisse peinte du musée des Beaux-Arts d'Angers qui nous a été exceptionnellement prêtée puisque c'est une œuvre très fragile qui normalement ne voyage plus, donc un grand merci vraiment au musée des Beaux-Arts d'Angers. Et cette esquisse c'est vraiment exceptionnel par ses dimensions. Il est très rare d'avoir conservé effectivement d'aussi grandes des esquisses préparatoires pour cette époque et elle est très précieuse pour nous puisqu'elle nous donne à voir le compartiment central de la voûte de la galerie avec cette assemblée des dieux réunis autour de Jupiter et de la figure de Vénus, la mère d'Énée, qui implore le dieu de protéger son fils qui est alors en but aux persécutions de la déesse Junon. Cette esquisse est également importante puisqu'elle nous donne à voir la gamme colorée que l'on ne perçoit plus à travers les estampes, notamment du décor de la galerie, et tout ce décor illusionniste qui venait entourer cette grande percée centrale, mais aussi les autres décors de la voûte, et qui était composé de cariatides, d'esclaves accroupis, donc dans une disposition très proche de ce que l'on observe à Rome, à la galerie Farnèse notamment. Et puis on relève également ces couleurs très chaudes qui témoignent du goût de Coipel pour Rubens, qui était vraiment son peintre favori.
Donc le visiteur pourra également découvrir cette très grande estampe qui a été réalisée par Nicolas-Henri Tardieu à l'achèvement du décor de la voûte. C'est une estampe elle aussi spectaculaire puisqu'elle a été réalisée avec 4 planches gravées et on dit donc que c'est une estampe raboutée, c'est-à-dire que les feuilles de papier ont ensuite été collées entre elles pour avoir cette œuvre de très grande dimension qui témoigne vraiment de la célébrité du décor puisque c'est assez inhabituel d'avoir 4 planches gravées pour une seule composition. Et le visiteur pourra aussi s'amuser à faire un petit jeu d'essais de différence entre l'esquisse et la gravure puisqu'il y a effectivement quelques petites différences, quelques petites évolutions. Donc nous nous trouvons ici dans la 4e section de l'exposition qui est consacrée à Antoine Coipel, peintre de l'Iliade, avec la mise à l'honneur de nos 2 tableaux qui étaient donc jusque-là en réserve. Donc derrière moi la colère d'Achille et à côté les adieux d'Hector et Andromaque. Donc ce sont 2 grandes peintures d'histoire qui ont sans doute été faites pour Philippe d'Orléans, puisque mentionnées dans son inventaire après décès, et qui donnent à voir donc les héros de l'Iliade que sont Achille, le grec, et le troyen Hector. Donc ce grand tableau de la colère d'Achille correspond à la scène qui ouvre l'Iliade, avec ce moment où le héros Achille s'emporte contre son roi Agamemnon qui a décidé de lui prendre sa captive Briséis. Et cette scène témoigne de l'intérêt de Coipel pour Homère. Alors il faut savoir qu'à cette époque en France, il y a une querelle qui ébranle l'Académie royale, mais aussi toute la société qui l'on appelle la querelle homérique. Globalement, les gens vont se disputer à savoir est-ce que Homère a vraiment vécu, est-ce que c'est un personnage qui a vraiment existé, et 2, est-ce que ces textes ont de l'intérêt, de la valeur et méritent d'être représentés par les artistes. Et Antoine Coipel va faire partie des artistes qui vont défendre Homère, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il va représenter les sujets homériques. Alors, à ma connaissance, il y a assez peu de peintres qui, à cette époque, vont représenter des épisodes d'Homère, et ces tableaux de Coipel sont de ce point de vue d'autant plus importants, et à mon avis également des manifestes de ce parti pris de défense de la figure homérique. Ce tableau est le pendant de celui que nous venons de voir, la colère d'Achille, et représente un autre épisode de l'Iliade qui est la scène des adieux d'Hector et Andromaque. Donc là, nous nous trouvons cette fois-ci à l'intérieur des remparts de Troie, avec le chef de guerre troyen Hector qui s'apprête à embrasser pour la dernière fois son épouse Andromaque et son fils Astyanax, avant d'aller affronter Achille, combat dont il ne reviendra pas vivant. C'est une scène à la fois tragique et tendre qui a été beaucoup représentée par les artistes, et notamment donc Antoine Coipel. Et le tableau de Coipel a par ailleurs inspiré un artiste comme Jean Restou, qui en a fait une version très proche en 1727. C'est un tableau qui, comme la colère d'Achille, est également très théâtral et montre donc l'intérêt de Coipel pour le théâtre. On sait d'ailleurs que dans les conférences qu'il prononce à l'Académie, il encourage les artistes à se rendre au théâtre et à s'en inspirer pour donner plus de fougue à leurs tableaux. Et on retrouve effectivement très bien cette disposition, comme sur une scène de théâtre, de tous ces personnages, avec aussi des expressions qui sont très individualisées et qui s'inscrivent cette fois-ci dans l'héritage de Lebrun, avec notamment ce fameux traité des expressions des passions de l'âme, qui est vraiment repris de manière très fidèle par Coipel, que ce soit pour la figure d'Andromaque avec la tristesse, ou la figure de la colère bien sûr avec Achille. Et ce que l'on observe également, c'est que Coipel s'intéresse et reprend aussi des statues antiques très célèbres, comme le Laocoon, dont l'expression rappelle un petit peu celle d'Hector et surtout celle de Calchas dans la colère d'Achille.
Et ces deux tableaux donc de tours ont également été traduits en tapisserie dans une tenture qui s'appelle la tenture de l'Iliade et également gravés. Et la diffusion des gravures a contribué à la renommée donc de ces œuvres qui ont aussi été adaptées dans le domaine des arts décoratifs jusqu'en Chine, puisqu'on en trouve un exemple avec une montre éventail qui est passée récemment sur le marché de l'art et qui s'inspire, qui reprend en tout cas la colère d'Achille grâce à la gravure. Donc l'Iliade et l'Énéide ont été des sources d'inspiration majeures pour Antoine Coipel, mais aussi pour bien des artistes avant lui et après lui. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ne pas arrêter l'exposition à la disparition d'Antoine Coipel en 1722, mais de proposer des œuvres allant jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec des tableaux évoquant la peinture académique, avec notamment les fameux prix de Rome, mais aussi des œuvres plus légères, plus humoristiques, avec les caricatures de Dombey. Donc nous avons rassemblé 3 tableaux qui ont été réalisés dans le cadre de 2 prix de Rome, le premier en 1810 et le deuxième en 1881, qui avaient pour sujet la colère d'Achille. Pour évoquer le prix de Rome de 1810, nous avons restauré notamment un tableau de notre collection qui est une œuvre de Vinchon avec le soutien de l'État et de la région Centre-Val de Loire. Et là, je me trouve devant un tableau qui appartient aux collections de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui a été réalisé par Fournier pour le prix de Rome de 1881. C'est le tableau qui lui a permis d'obtenir le concours cette année-là. Et donc, c'est une scène de la colère d'Achille dans un style qui est cependant assez différent de ce que fit Coipel près de 150 ans auparavant. Effectivement, nous sommes ici dans une esthétique que l'on appelle néo-grecque et qui est vraiment nourrie des découvertes archéologiques récentes, notamment Schliemann qui redécouvre la citadelle de Troie à cette époque. Donc que ce soit au niveau des costumes, du mobilier, mais même des types physiques des personnages, on perçoit effectivement un souci de représenter une antiquité plus proche de ce que l'on en sait d'un point de vue archéologique à cette époque-là. Et ce qui est également différent et nouveau par rapport au tableau que fit Coipel, c'est la représentation de la posture d'Achille et d'Athéna. Effectivement, quand on lit le texte d'Homère, eh bien, le poète nous explique que Achille est arrêté dans son élan par la déesse qui le retient par les cheveux, donc autrement dit, qui le tire par les cheveux. Et ça a été l'objet d'une forme de tabou iconographique jusqu'à la fin du XIXe siècle, puisque la chevelure masculine étant un emblème de virilité et de force, il était jugé inconvenant de représenter un héros tiré par les cheveux, fût-ce par une déesse. Et on voit que ce tabou, à la fin du XIXe siècle, tombe complètement avec cette œuvre de Fournier, où là on a vraiment une représentation très littérale de la déesse qui retient Achille par les cheveux, ce qui montre qu'il n'y a plus lieu de s'en offusquer. Donc l'exposition ouvre ses portes jusqu'au 18 avril au Musée des Beaux-Arts de Tours et nous serons vraiment ravis de vous accueillir si cette petite présentation vous en a donné envie. Sachez qu'il y a également une riche programmation pour accompagner cette exposition tout au long de sa durée avec des cours d'histoire de l'art, des conférences et un certain nombre de spectacles. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet et à bientôt.